De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie d'Abdelkerim Yacoub Koundoungoumi, membre du pacte Le Projet pour l'alternance crédible au Tchad, Djemal Taleb, notre éditorialiste, et Ramayad, ancienne secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme, vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Ramayad. Alors, juste avant la pause, nous parlions donc de cette réforme constitutionnelle en Ouganda. Alors, Roger Moulinda, le porte-parole du RNM, le parti au pouvoir, assure que cette disposition ne vise pas à favoriser le chef de l'État, Yoweri Museveni, mais à lutter contre la discrimination par l'âge. Alors, s'il y a une logique à tout cela, il faudrait également revoir l'âge d'éligibilité qui est actuellement de 35 ans. Donc, s'il s'agit de discrimination, il faudrait également s'attaquer à cela. Ramayad. Madeleine Albright avait un jour qualifié l'Ouganda de démocratie unipartiste, comme pour dire unijambiste. Et on est en plein dedans. Et évidemment, cette réforme pose plusieurs problèmes. D'abord, la limitation d'âge dont vous parlez était finalement la seule soupape de sécurité pour garantir un minimum démocratique, puisqu'on ne peut l'obtenir avec certitude par la sincérité du scrutin. Donc là, il y a un problème démocratique important. Deuxième élément, cette longévité au pouvoir est un peu un phénomène qu'on retrouve chez une dizaine encore de chefs d'État africains qui ont bien voulu traficoter la Constitution pour se maintenir. Et le troisième problème, c'est aussi le fait que Museveni n'a pas tenu parole, parce qu'en 2005 déjà, il avait procédé à la même réforme constitutionnelle pour lever la limite des 2 mandats consécutifs, ce qui lui a permis de faire 3, 4, puis 5 mandats. Donc il y a là un problème de crédit de la parole politique. Et puis j'ajouterais aussi la manipulation démocratique, puisque cette loi n'entrera en vigueur qu'après. Et donc ce qui permettra à Museveni de faire encore 2 autres mandats derrière. Et enfin, les sondages ont montré, parce qu'il y a des sondages, parce qu'on pourrait dire tout ça finalement, ça va si le peuple est d'accord, sauf que les sondages, bien entendu, ils valent ce qu'ils valent, mais enfin c'est la seule indication que nous avons, outre les manifestations d'étudiants et puis la réaction de l'opposition, disent très clairement et très majoritairement, à plus de 70%, que le peuple ougandais est contre. Et quasiment 70% des électeurs proches du président. Donc cela pose un véritable problème dans un pays qui a quand même des défis majeurs en ce moment, parce que paradoxalement c'est quand même un pays d'investissement où bien des États viennent se battre pour conquérir des marchés, donc un pays en pleine révolution numérique. Donc c'est un pays intéressant. 40 millions d'habitants, mais une vraie créativité. Et puis il y a le problème aussi des réfugiés à gérer. Il y a 1 million de réfugiés sud-soudanais qui sont arrivés, parce qu'il y a une vraie politique très ouverte d'accueil des réfugiés. Ils peuvent travailler, circuler dans le pays comme ils veulent. Et il y a 500 000 qui sont encore attendus. Et lors d'une visite récente, le secrétaire général des Nations Unies expliquait très clairement qu'il va falloir 2 milliards cette année pour gérer cette situation. L'Ouganda est un pays exceptionnel en termes d'accueil. Donc, face à des défis aussi importants, effectivement, il y a un décalage avec une démocratie moribonde en Ouganda. Abdelkerim, une restriction antidémocratique. Pas seulement une restriction, c'est carrément l'étouffement démocratique. J'ai l'impression que Museveni prend en otage la communauté internationale d'une main en étant ouvert et répondre à toutes les exigences sur les obligations internationales de l'Ouganda, et de l'autre côté, il opprime son peuple, et que la communauté internationale choisit de fermer les yeux sur la gestion interne et essaie d'avoir toujours Museveni, parce qu'il faut, comme Madame la ministre l'a dit, c'est sa politique en faveur des réfugiés qui le protège un peu, comme d'autres dictateurs en Afrique qui se rendent utiles à l'international, et à l'intérieur, c'est complètement l'inverse qui se passe. En fait, la question, c'est que les modifications des constitutions, c'est assez opportuniste. C'est ça, là où ça nous gêne beaucoup, surtout les mandats des députés que vous avez évoqués en dernier, c'est très opportuniste. C'est une façon de remercier ces députés qui lui ont changé, qui ont fait sauter les verrous constitutionnels, qui l'empêchaient justement, comme l'a dit Madame la ministre, qu'il faut que le peuple s'accroche dessus. Et en plus, ce n'est pas rétroactif. C'est ça le problème. C'est que si on disait qu'à partir du prochain président, personne ne pouvait se présenter comme ça, c'était fait sur mesure pour Museveni en fait. C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, du coup, ce qui est très gênant, c'est le caractère opportuniste de tous ces tripatouillages pour pouvoir, d'une manière,
assurer la longévité du président Museveni, de l'autre, de son camp et de ses députés qui vont avoir aussi la majorité et ça va se perpétuer, cette dictature que j'aime bien, l'expression unijambiste. Jemal Taleb. C'est unipartiste, je ne connais aucun pays au monde, mais alors aucun, où les personnels politiques ne font pas de réforme de circonstances. Je n'en connais pas. Si vous le trouvez, montrez-le-moi. Non. La deuxième chose, c'est que... opportuniste. La deuxième chose, circonstance, je croyais qu'il ne fallait pas qu'on s'interrompe. La deuxième chose, c'est que c'est le pays d'Idi Amin Dada. Il ne faut pas l'oublier. Ce pays n'a connu aucune stabilité avant l'arrivée du président Museveni. Je commence par dire, et je le maintiens pour que je sois présentable, c'est que ce n'est pas un démocrate. C'est que ce n'est pas quelqu'un qui a le souci de la démocratie, et je le regrette et je le déplore. Cela dit, les réformes de circonstances ne sont pas bonnes, mais des chefs d'État élus à un âge très adulte, très vieux, on l'a connu, la Tunisie. Béji Raïd-Sebsi à 94 ans. Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, 73 ans. Imaginez ce pays privé des hommes sérieux parce qu'ils ont un certain âge. Donc en soi, la réforme ne me pose pas de problème. Mais alors ils sont aussi privés de certains jeunes qui pourraient Mais sans aucun doute, mais ça s'appelle le suffrage universel, chère madame. C'est pas une question d'âge, ça s'appelle le suffrage universel, et que le suffrage universel donne des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. C'est comme ça, il faut l'accepter. La deuxième chose, c'est que madame Ramaya dit une chose avec laquelle je suis moyennement d'accord. Quand elle dit c'est un verrou pour que les gens ne partent pas. Non, le verrou, ça n'est pas ça. Le verrou, c'est que les élections soient libres et transparentes. Si vous me dites, moi, tel chef d'État africain, je suis incapable de le battre, de le déboulonner. La seule manière de le faire partir, c'est de donner un verrou par la limitation de mandat ou la limitation d'âge. Et bien le suivant, comment vous allez le faire quand il est beaucoup plus jeune? Et celui d'après, comment vous allez faire? Non, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, et il y a un exemple extraordinaire qui s'appelle le Sénégal. Le président Abdoulaye Wade, que j'aime beaucoup, a changé la constitution comme il voulait. Il a quand même été battu. Donc si vous voulez que les règles du jeu soient bonnes, faites en sorte que la mise en place des institutions soient convenables. Faites en sorte que l'élection soit démocratique, que les commissions électorales indépendantes soient réellement indépendantes, que le fichier électoral soit audité, que le temps de parole soit respecté, que le financement de la campagne soit équivalent. Si vous faites ça, rassurez-moi, à 15 ans, il ne sera plus là. À 2 mandats, il ne sera plus là. D'ailleurs, je vais vous dire, à 1 mandat, probablement, il ne sera plus parti. Si vous me dites, moi, ce que je veux, c'est un verrou, vous contestez la circonstance d'un côté, vous la mettez de l'autre côté. Ça n'est pas comme ça qu'on fera avancer. Mais moi, je suis même persuadé... En quoi on est en désaccord? Mais si on est en accord, c'est parfait. Quand je dis que la limitation d'âge était le seul verrou, mais dont se contentaient les gens par défaut, parce qu'il n'y avait justement pas d'assurance, de garantie sur la sincérité du scrutin, on dit exactement la même chose, dans la mesure où l'idéal serait évidemment qu'il y ait un scrutin sincère. Mais cette garantie aujourd'hui, elle n'existe pas. Regardez l'opposition, parce que là, ce qui est intéressant, c'est que vous dites, voilà, maintenant, et c'est là où on est vraiment en désaccord, il suffit de se présenter aux élections pour déboulonner quelqu'un. Mais c'est trop facile de dire ça. Je n'ai pas dit ça une seule seconde. Vous avez dit, la solution, c'est le suffrage universel. Est-ce que j'ai dit ça une seule seconde? Vous vous exprimez comme si c'était dans un état de droit. Est-ce que j'ai dit ça? Oui, exactement. Les conditions que vous posez, ça c'était dans un état de droit. Étant donné que ce n'est pas un état de droit et que le peuple n'a d'autre espoir que ça, donc c'était la solution qui lui restait parce que démocratiquement, cette transparence dont vous imposez n'est pas possible. Alors si ce n'est pas possible, on attend quoi? La loi fondamentale. Et la loi fondamentale, le dernier verrou. Chers messieurs, parlez pour vous. Jemal Taleb. Parlez pour vous, pas pour moi. Je ne parle pas pour vous, mais j'ai réagi à une affirmation qui n'est inacceptable de dire que le peuple non cas faucon, ce n'est pas inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Vous avez dit quoi alors? Ce n'est pas un état de droit. Vous faites Monsieur, vous faites une fausse interprétation de ma pensée. Et là, permettez-moi, je suis assez grand et ma langue est assez fourchue pour que je puisse exprimer moi-même ce que je pense. Ce n'est pas ce que j'ai dit, je n'ai pas dit ça. J'ai dit... Mais j'ai compris la même chose que lui. Eh bien, soit je suis très mauvais, soit Madame la Ministre, je ne peux absolument pas vous faire un crise de majesté, d'autres que je n'ai pas compris. Ce serait une insulte et ce n'est pas convenable. Donc ça doit être moi qui m'exprime mal. Cela dit, non, je pense, moi, que la difficulté sur le continent africain n'est même pas située à ce niveau-là. Nous avons un problème de classe moyenne. Et que tant qu'on n'a pas réglé le problème de classe moyenne, on ne réglera pas le problème de la démocratie. Je pense, moi, que le président
Paul Kagame, qui n'est pas un grand démocrate, réglera probablement le problème de la démocratie dans les 20 prochaines années, bien plus que tous les autres. Pour une raison simple, c'est qu'il met en place un mécanisme d'école, de formation, d'enrichissement des gens et de développement de la classe moyenne beaucoup plus important. Et que plus la classe moyenne développée, j'en aurais fini, plus la démocratie s'installera. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Les avancées démocratiques ne peuvent pas se faire je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'était la deuxième partie de ma pensée. Mais comme vous n'avez pas le temps de me laisser la développer, laissez-moi développer, je vous l'ai dit. La deuxième partie de ma pensée, c'est que je pense qu'on est capable de faire des pas assez importants, assez considérables quand on en a la volonté. Et j'ai dit que un pays comme le Sénégal l'a fait, beaucoup d'autres pays l'ont fait, et qu'on est capable de mettre en place des outils démocratiques qui permettent au Sénégal, le suffrage qui s'exprime relativement librement. Mais je vais vous dire mieux que ça. Je suis même persuadé qu'il y a un recul démocratique au Sénégal aujourd'hui, mais il n'empêche que ça reste quand même un pays qui a une avancée réelle. La deuxième chose, c'est que l'Ouganda, comparer n'est pas raison. Moi, je peux le dire, mais vous ne pouvez pas le penser. Parce que moi, je crois qu'à un moment donné, moi, je peux le dire, vous ne pouvez pas le penser. Alors, la deuxième chose, Ramayad, et puis ensuite Abdelkarim, et puis on passera à une autre actualité. Oui, sur la question de l'opposition, parce que c'est finalement cela. C'est vrai qu'on peut se dire, bon, ces présidents qui restent pendant longtemps, à un âge avancé, en traficotant la Constitution, c'est pas bien. Mais on a aussi un autre problème démocratique, c'est que dans beaucoup de pays, l'opposition n'est pas en mesure d'incarner une alternative démocratique. Et donc, en Ouganda, la faute à qui ? Justement, la faute d'abord à un appareil répressif, de contrôle. Et vous avez l'impression qu'en Ouganda, c'est le cas ? Beaucoup partent en exil. Laissez-moi juste terminer ce que je veux dire. On n'est pas obligé d'être opposé sur tout, rassurez-vous. Mais on est opposé, c'est rien. Ma pensée est beaucoup plus nuancée. Ce que je veux dire par là, c'est que l'opposition, elle a été longtemps, c'est vrai, en Ouganda, très divisée, c'était compliqué. Et la voix, c'était Besigye qui représentait la voix de l'opposant, le vieil ennemi historique de Museveni, c'était lui. Mais aujourd'hui, des voix multiples sont en train de s'exprimer. Je pense à Bob Wine, par exemple, ou au maire de Kampala, qui sont des personnalités qui aujourd'hui incarnent aussi l'opposition. Et le FDC, qui était un mouvement d'opposition majeur et qui est resté en miettes pendant des années, est en train de renaître. Et donc ça, c'est une bonne chose. Mais cette alternative démocratique doit pouvoir exprimer son point de vue sans qu'un appareil d'État répressif sur le plan judiciaire, policier ou militaire l'empêche d'exercer ses droits politiques les plus élémentaires. Et c'est là où, effectivement, on a une différence. Vous pensez, on dirait que ça va de soi, qu'il suffit de créer une école. On n'a aucune différence là-dessus. Ce que vous avez dit là, je le signe. Ces opposants-là sont des opposants mais madame, ce que vous avez dit là, je le signe pleinement. Qui ont connu les mouvements de libération nationale, qui ont parcouru le monde, qui se sont présentés à des tas d'élections sur lesquelles ils sont fracassés. Je rappelle quand même que ce pays, l'Ouganda, a été un pays en guerre pendant des années. Celui qui l'a sorti de la guerre, c'est Museveni. De Joseph Kony. On se rappelle de toutes les... Mais c'est Museveni qui l'a sorti de la guerre. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Le mouvement national de la résistance avait revendiqué des principes très clairs de démocratie, de justice sociale, de lutte contre la corruption. Excusez-moi, mais ces objectifs-là n'ont pas été atteints en Ouganda. Donc, à partir de là, je crois vraiment que l'opposition a besoin d'avoir des outils minimum pour agir. Pour compléter ce que dit Madame la Ministre, c'est que c'est un système, non seulement qu'il est répressif envers l'opposition ou toute voix discordante, c'est un système aussi qui étouffe même l'émergence à l'intérieur même de ces systèmes de potentiels leaders capables de remplacer ou de répandre la relève même de Museveni. Vous voyez, donc c'est un système répressif non seulement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Ils font tout pour étouffer toute émergence d'une jeunesse, même à l'intérieur de leur propre parti. C'est pour ça que je disais que comparer le Ouganda au Sénégal, c'est insulter le Sénégal pour moi en tout cas. Le Sénégal, à moins qu'on le veuille ou pas, c'est un exemple de la démocratie en Afrique. C'est pas parfait, mais c'est vraiment très loin de l'Ouganda. Et que maintenant, on est dans un processus. Mais je l'ai fait quand l'Afrique est engagée. Mais vous avez un problème, est engagée et sa jeunesse. On va laisser Abdelkarim poursuivre. Aujourd'hui, si on regarde sur l'ensemble du continent africain, le bouillonnement de la jeunesse, la société civile qui se prend en main, qui se chasse, qui réclame ses droits. On a une jeunesse connectée, une jeunesse éveillée. Ce n'est pas la jeunesse des années 90. C'est complètement une jeunesse. Cette envie de démocratisation-là, pour une fois, vient du fin fond de l'Afrique. Ce n'est pas une démocratisation imposée par la conférence de la Baule. Non. Cette vent de démocratique arrive des entrailles de l'Afrique. Cette jeunesse en veut. Cette jeunesse veut ses droits. Et c'est là que vous essayez d'étouffer, ou ces dictateurs essaient de s'éterniser au pouvoir, essaient d'étouffer. Mais qui vous
J'ai dit tous les partisans de ces dictateurs ou les admirateurs de ces dictateurs qui empêchent cette Afrique d'émerger. En tout cas, ne vous soyez pas offensés. J'ai dit à tous ceux qui contribuent à cette opacité, à empêcher l'Afrique à aller vers cette démocratisation, ceux-là seront rédevables et répondront de leurs compromissions. Vous les connaissez? En fait, de la jeunesse, oui, on les connaît tous et on les poursuivra un de ces jours. Ils payent même de leur vie leur opposition. Jemal Taleb. Non, j'aime pas trop qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. J'ai commencé par dire des choses, mais je sais très bien qu'on a besoin de payer un tribut à chaque fois pour dire des choses qui ne conviennent pas à la pensée générale, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que je l'ai dit et je le maintiens encore une fois, l'Ouganda n'est pas un pays démocratique. Le président Museveni n'est pas un grand démocrate. Le président Museveni a mis fin à une situation atroce de guerre civile qui a duré très longtemps dans ce pays. Ce pays, c'est le pays de Idi Amin Dada, qui coupait les têtes facilement. Yoweri Museveni ne coupe pas les têtes, ça n'est pas vrai. Il lui manque de comprendre que son âge est passé, que son temps est passé et qu'il va falloir, pour la grandeur de ce qu'il a fait dans ce pays, passer à autre chose. Et visiblement, il ne le comprend pas encore. Je le regrette. Cela dit, il ne suffit pas de limiter l'âge ni le mandat pour qu'un pays soit démocratique. Je ne le pense pas. Je pense que les outils de la démocratie sont beaucoup plus développés que ça et qu'on a besoin de développer encore une fois, une culture démocratique, un esprit démocratique, mais surtout des institutions démocratiques pour qu'un pays le devienne. L'Ouganda, malheureusement, n'en prend pas le chemin. Je le regrette. Je n'ai pas fait le parallèle ni entre l'Ouganda, ni avec le Sénégal, ni avec personne. Pas une seule seconde. Alors, on va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.